Bonjour et bienvenue. Et si, pour être plus productif, la clé n'était pas de travailler plus, mais de vivre mieux? Un peu à la française, quoi. Aujourd'hui, on va voir comment on peut marier notre culture, celle du plaisir et de l'équilibre, avec des stratégies qui ont fait leurs preuves pour complètement transformer nos journées. L'objectif, c'est simple, mieux travailler pour mieux vivre. Cette question, elle parle à beaucoup de monde, non? C'est ce sentiment tellement frustrant de finir sa journée sur les rotules, comme si on avait couru dans tous les sens sans jamais avancer d'un plus. Voilà, c'est notre point de départ. Comment on sort de cette espèce de roue de hamster? Et attention, ce n'est pas juste une impression. Les chiffres le prouvent. La productivité en France a baissé de 3,6% entre 2019 et 2022. C'est quand même fou, non? À une époque où on est hyper connecté, avec des outils de partout. Comment c'est possible? On est donc en plein dans un paradoxe. On n'a jamais eu autant d'outils pour s'organiser, et pourtant, on est moins efficace. Alors pour essayer de comprendre ce qui se passe, on va faire un truc simple, on va suivre une journée de travail typique, du café du matin jusqu'au soir, pour dénicher des stratégies concrètes qui peuvent tout changer. Allez, on commence par le commencement, le matin. C'est bien plus que le moment où on se réveille, hein. C'est une véritable mine d'or. C'est là que notre cerveau, notre concentration est vraiment au top de sa forme. Pour bien visualiser, imaginons une routine matinale assez classique. Le réveil sonne, c'est parti. Douche, petit-déj en écoutant les infos, on file au bureau, et là, le petit rituel essentiel, le café avec un collègue avant de se mettre au boulot. Bref, une routine familière qui met la journée sur les rails. Mais qu'est-ce que la science nous dit sur ce moment précis? Eh bien, une étude de Wojo a révélé un truc assez dingue. Notre pic de productivité, le moment où on est le plus performant, c'est à 10h26 du matin, précisément. C'est notre fenêtre d'or, le moment parfait pour les tâches qui demandent vraiment toute notre tête. Alors, comment on fait pour exploiter ce pic à fond? La réponse, elle tient en deux mots, le deep work. C'est un concept de Cal Newport qui veut dire, en gros, se plonger corps et âme dans une seule tâche, sans aucune distraction. C'est dans cet état qu'on crée vraiment de la valeur, qu'on fait un travail difficile à reproduire. Et voilà toute la différence. Le deep work, c'est l'exact opposé du multitâche. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, le multitâche, c'est une illusion. Les études montrent que ça augmente le stress de 50% et ça nous fait perdre 40% d'efficacité. Notre cerveau, il ne fait pas deux choses à la fois, en fait. Il saute de l'une à l'autre et ça l'épuise. Et voilà le coup caché de chaque petite interruption. Une notif qui pop, un collègue qui pose une question et bam! En moyenne, il faut 23 minutes pour que notre cerveau se reconcentre complètement. 23 minutes. Chaque petite distraction a un prix, en fait. Un prix énorme. Pour décrire cet état de concentration maximale, on a une super expression en français qui vient de la marine, être au taquet. Ça veut dire être à fond, à sa capacité maximale, totalement engagé. Eh bien, c'est exactement ça, l'objectif du matin. Bon, passons à la deuxième partie de la journée. Si le matin, c'est le moment de la concentration pure, l'après-midi, c'est une autre histoire. Là, le jeu change. Il faut gérer son énergie. La stratégie doit être différente. Parce que notre énergie, elle n'est pas constante. Loin de là. Après le super pic du matin, il y a forcément un creux naturel après le déjeuner. Mais, bonne nouvelle, après ce creux, il y a un rebond en fin de journée. C'est un cycle naturel. Le but, c'est de l'accompagner, pas de lutter contre. Et ce fameux coup de barre post-déjeuner, il a une explication scientifique. Ce sont les rythmes ultradiens. Notre cerveau, il fonctionne par cycle d'environ 90 minutes. Si on ignore le besoin de souffler après un cycle, on fonce tout droit vers l'épuisement. Alors, comment on fait pour traverser ce creux sans s'effondrer? Il y a des astuces toutes simples. Il ne s'agit pas de se forcer, mais d'être malin. Prévoir des petites pauses, manger léger, faire une petite marche de 10 minutes après le repas, et surtout, boire de l'eau. Des gestes basiques, mais incroyablement efficaces. Parce que face au coup de barre de l'après-midi, la tentation, elle est grande, de jeter l'éponge. C'est une expression qui vient de la boxe et ça veut dire abandonner. Mais justement, avec ces petites stratégies, on reste dans le combat, prêt pour le second souffle de la journée. Et nous voilà dans la dernière ligne droite. La fin de journée, ce n'est pas juste le moment où on attend que l'horloge tourne. Non, c'est une occasion en or de bien finir le travail et surtout de préparer le succès du lendemain. C'est le moment de surfer sur le petit rebond d'énergie qui arrive vers 16h. Pas pour attaquer un dossier hyper complexe, non. Plutôt pour regrouper les tâches un peu plus mécaniques, traiter tous ses mails d'un coup, ranger son bureau et planifier. L'idée, c'est de fermer des boucles, pas d'en ouvrir de nouvelles. Et pour ça, il y a un chiffre magique. Juste ça. 10 petites minutes. 10 minutes. C'est tout ce qu'il faut. Prendre juste 10 minutes à la fin de sa journée pour planifier celle du lendemain, ça peut faire gagner jusqu'à 1 heure de travail efficace le jour d'après. C'est un retour sur investissement absolument gigantesque. Fini de se demander par quoi commencer le matin. On peut attaquer direct au taquet. Et cette approche, eh bien, c'est exactement ce que veut dire l'expression « tirer son épingle du jeu ».
C'est manœuvrer intelligemment à la fin d'une journée compliquée, pas juste pour s'en sortir, mais pour se donner un vrai avantage pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Finalement, le but, ce n'est pas de devenir une machine. La vraie finalité, elle est beaucoup plus grande et surtout beaucoup plus humaine. La voilà, la clé de tout. Une journée de travail bien organisée, ce n'est pas juste une question de performance au bureau. C'est la base, la fondation d'un meilleur équilibre de vie. C'est moins de stress au travail et donc plus de temps et d'énergie pour soi, pour sa famille, pour ses amis. En résumé, le message est clair. Il ne s'agit pas de courir plus vite dans la roue, mais de trouver comment en sortir. C'est une question d'intelligence et d'intention dans son travail, pour se réapproprier son temps, son énergie et tout simplement sa vie. Et pour terminer, une question qui est une vraie invitation à passer à l'action. Après avoir vu tout ça, le piège du multitâche, le coût d'une interruption, la gestion de l'énergie, par où commencer? Quelle est la première petite chose qui pourrait être changée dès demain pour mieux travailler et surtout mieux vivre? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans l'exploration d'une bataille. Une bataille qu'on mène tous, chaque jour en fait. Oui, la lutte contre le temps qui file. Exactement. On va voir comment les mots mêmes qu'on utilise en français pour décrire notre journée peuvent devenir des outils, peut-être même des armes, pour être plus productifs. C'est un peu un hack de productivité linguistique, quoi. C'est ça. L'idée, c'est de voir si, en choisissant mieux nos mots, on peut mieux choisir nos actions. Tout à fait. Et pour ça, on a mis sur la table une collection de sources assez éclectiques. On a d'un côté une leçon de français très classique, de Français avec Pierre, qui décortique le vocabulaire d'une journée. Et de l'autre, Et de l'autre, des articles de blog très pointus sur la productivité, comme ClickUp ou ITA, une discussion passionnée sur Reddit à propos de la méthode Deep Work, et même des articles scientifiques. ah oui, sur quoi? Notamment sur la chronobiologie, pour comprendre l'horloge interne qui nous gouverne tous. D'accord. Notre mission, du coup, c'est de faire dialoguer ces deux mondes. Voir comment le simple fait de dire « je me lève » peut être lié à une stratégie pour regagner, 2 heures de travail concentré. C'est ambitieux, mais passionnant. Alors, commençons par le commencement. Le son du réveil, le tout début. Le matin, la source, Français avec Pierre, nous rappelle les bases. Le réveil sonne, on se réveille, puis on se lève. Classique. Ce qui me frappe toujours en français, c'est cette avalanche de verbes pronominaux. Se réveiller, se lever, s'habiller, se brosser les dents. On dirait que la langue nous force à réfléchir à des actions qu'on fait sur nous-mêmes. On pourrait presque y voir une philosophie, tu vois. Quand on dit « je me lève », l'action est réfléchie. C'est un acte délibéré, une prise de contrôle. Je n'y avais jamais pensé comme ça. Et c'est exactement l'état d'esprit de l'utilisateur de Reddit qui nous parle de sa méthode Deep Work. Pour lui, le matin, c'est une séquence d'actes délibérés, réveil à 6 heures, un café, et ensuite il dit qu'il s'enferme pendant 4 heures. Il s'applique cette contrainte à lui-même. C'est ça, une prise de contrôle sur son environnement et sur soi, que la langue semble déjà suggérer. J'adore cette idée. Comme si la grammaire était une invitation à l'intentionnalité. Mais cette intentionnalité, aujourd'hui, elle est poussée à l'extrême. L'article de ClickUp parle de l'obsession pour la routine matinale parfaite. Ah oui, On a l'impression que si on ne fait pas de méditation et un smoothie au kale avant 7 heures, notre journée est fichue. C'est une pression énorme, non? une pression immense et souvent contre-productive. Et c'est là que la science, notamment l'article sur la chronobiologie, nous apporte une nuance essentielle. Laquelle? Il parle de chronotype. En gros, il y a des gens du matin, les alouettes, et des gens du soir, les hiboux. Forcer un hibou à adopter une routine d'alouette à 5 heures du matin, c'est une recette pour l'échec. Donc, il n'y a pas de routine parfaite universelle. Non. L'exemple de Pierre et Noémie dans la leçon de français est simple mais parlant. Lui prend sa douche le matin parce que ça le réveille, elle, le soir. Aucun n'a raison ou tard, il s'écoute, tout simplement. Voilà, le but n'est pas d'avoir la routine parfaite, mais de trouver sa propre routine, synchronisée avec son horloge interne. C'est assez libérateur comme idée. Bon, une fois cette routine terminée, on enchaîne avec le travail. Le vocabulaire devient plus direct, commencer à travailler ou, plus familièrement, bosser. Et très vite, on tombe sur les verbes de notre vie de bureau moderne. Envoyer un email, répondre à un email. Et surtout l'expression clé, faire une pause. Et ce verbe faire une pause est un véritable champ de mine pour la productivité. La méthode Pomodoro, citée dans la source ITT et sur Reddit, est construite autour de ça. Oui, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Sur le papier, ça a l'air génial.
Ça semble structuré, raisonnable, oui. Ah, mais l'utilisateur de Reddit raconte une histoire que beaucoup reconnaîtront, je pense. Il explique que sa pause de 5 minutes était une illusion. Comment ça? En pratique, il prenait son téléphone et la pause se transformait systématiquement en 15 ou 20 minutes. C'est le trou noir de la productivité, le fameux scroll infini. On connaît tous ça. On y entre pour 5 minutes et on en ressort 20 minutes plus tard, sans trop savoir ce qui s'est passé. C'est exactement ça. Et le coût de ce dérapage est bien plus élevé qu'on ne l'imagine. Ce n'est pas juste 15 minutes de perdu. Ah bon? Une des sources, issue de la discussion sur Deep Work, cite une étude. Après une interruption, même d'1 ou 2 minutes, notre cerveau a besoin en moyenne de 20 minutes pour retrouver son niveau de concentration initial. 20 minutes, c'est vertigineux. Oui. Une petite notification, un « je réponds juste à ce message » et hop, 20 minutes de productivité envolée. L'article d'ITA enfonce le clou. Le multitâche peut réduire notre efficacité de 40%. Accomplir en 4 heures ce qui prenait 8 heures avant, c'est le genre de promesse qui fait rêver. Mais soyons honnêtes, est-ce que c'est réaliste pour tout le monde? C'est une excellente question. On ne peut pas tous s'enfermer dans une bulle pendant 4 heures. Non, bien sûr. Et c'est la critique principale faite à cette méthode. Les sources nuancent. L'idée, ce n'est pas forcément un bloc ininterrompu de 4 heures. Ça peut être 90 minutes, ou même 60. D'accord. Le principe clé, c'est de le planifier et de le protéger. Ça peut vouloir dire mettre un casque, réserver une salle de réunion pour soi, ou se lever 1 heure plus tôt. Et le reste, les emails, les réunions? Effectivement. Ça, c'est le shallow work, le travail superficiel. Il est souvent nécessaire, mais la stratégie, c'est de le contenir pour qu'il n'empiète pas. Par exemple, décider de ne traiter ses emails qu'à 11 heures et 16 heures plutôt qu'en continu. C'est une bataille pour défendre son temps de cerveau, en fait. C'est ça, il faut devenir le garde du corps de sa propre concentration. J'aime bien cette image. Après cette matinée intense, arrive le moment du déjeuner, le pivot de la journée. Et c'est souvent après que les choses se gâtent. Absolument. Parlons de ce moment redouté, le coup de barre de l'après-midi. On a tous connu ça, cette envie de poser sa tête sur le bureau vers 14 heures. Le fameux coup de pompe. La source benu.ch met un nom scientifique dessus, la somnolence postprandiale. Attendez, je vous arrête. J'ai lu dans cet article un détail qui a changé ma perception de la chose. Il est dit que ce creux de fatigue arrive entre 13 heures et 15 heures, même si l'on ne déjeune pas. C'est la grande révélation de ces recherches. Ça change tout. J'ai toujours cru que c'était la faute de la digestion. C'est d'abord et avant tout biologique. C'est programmé dans nos rythmes circadiens. C'est notre horloge interne qui nous envoie un signal, une sorte de pause biologique programmée. D'accord. Maintenant, il est vrai que ce qu'on mange peut transformer ce petit creux en véritable gouffre. Les repas riches en graisse, mais aussi en protéines et en sel, peuvent l'accentuer. Donc on ne peut pas l'éviter, mais on peut éviter de le provoquer. Alors que nous disent les sources pour traverser cette zone de turbulence? La sieste est mentionnée. Oui, mais attention, c'est le piège de la sieste. J'ai toujours peur de me réveiller encore plus fatigué qu'avant. Exactement. Benu.ch est très clair là-dessus. La sieste idéale dure 20 minutes, pas plus. C'est la power nap. Ça permet de recharger les batteries sans tomber dans un sommeil profond. Et si on dépasse? Si on dépasse 30 minutes, on risque l'inertie du sommeil, cette sensation d'être dans le brouillard au réveil. Si on ne peut pas faire de sieste, il y a d'autres astuces. Une courte promenade, boire de l'eau. Ok, donc l'idée est de ne pas lutter contre eux. Effectivement. Et la planification joue ici un rôle crucial. L'article de ClickUp insiste là-dessus. La stratégie la plus intelligente, c'est d'anticiper ce creux d'énergie. C'est-à-dire? On réserve les tâches qui demandent une concentration maximale pour le matin et on garde les tâches moins exigeantes, notre shallow work, pour l'après-midi. Comme trier ses emails ou ranger son bureau. Parfaitement. C'est le moment idéal. Des actions qui demandent de l'activité, mais pas une analyse profonde. On ne lutte pas contre la vague, on surfe dessus. Cette idée de surfer sur ces vagues d'énergie est très puissante. Ça nous amène logiquement au soir. Et là, la liste de verbes de Français avec Pierre est longue. Préparer le dîner, mettre le couvert, dîner, faire la vaisselle. On a l'impression qu'une deuxième journée de travail commence. C'est ça. Et c'est là que le piège se referme pour beaucoup. Comment éviter que cette routine du soir nous épuise avant même de penser au lendemain? Vous mettez le doigt sur un point essentiel. Le soir est souvent vu comme une simple fin. Mais les sources sur la productivité le voient comme un tremplin. Un tremplin?
Oui. Il y a une règle d'or dans l'article d'ITA que je trouve formidable. 10 minutes de planification le soir font gagner 1 heure de productivité le lendemain. Ah, c'est intéressant ça. Il ne s'agit pas de travailler plus, mais de décharger son cerveau. Préparer sa tenue, son sac, mais surtout identifier les 2 ou 3 tâches prioritaires du lendemain. L'objectif est d'éliminer la friction de la décision le matin. C'est vrai que le « par quoi je commence du matin » peut être une source d'angoisse. Et la leçon de français fait une nuance linguistique que je trouve très belle à ce sujet. Laquelle? Elle distingue s'endormir, qui est l'action, le processus, de dormir, qui est l'état. Toute notre attention devrait se porter sur ce moment si fragile du s'endormir. Précisément. Et c'est là que nos habitudes modernes viennent tout saboter. L'article de Schmitt et Colette est sans appel sur l'impact de la lumière, et particulièrement la lumière bleue de nos écrans. Le fameux ennemi du sommeil, exactement. Notre cerveau est programmé pour associer la lumière au jour et l'obscurité à la nuit. Quand on s'expose à une lumière bleue intense à 22 heures, on lui envoie un signal complètement contradictoire. C'est le milieu de la journée, reste éveillé, et ça bloque la production de mélatonine. Voilà, l'hormone du sommeil. Du coup, on a beau se mettre au lit, on n'arrive pas à s'endormir. C'est un combat perdu d'avance contre notre propre biologie. Alors, quelles sont les alternatives proposées par les sources pour bien s'endormir? ClickUp suggère plusieurs pistes pour créer ce qu'on pourrait appeler un rituel de clôture. La méditation, même 10 minutes, est très efficace. Et à part la méditation, La lecture d'un livre physique, pas sur une tablette, c'est une excellente option. Tenir un journal pour y déposer les pensées qui tournent en boucle peut aussi être très libérateur. l'idée c'est de signaler à son corps que la journée est terminée. C'est une frontière claire. Maintenant, on passe en mode repos. On boucle la boucle en fait, de la routine intentionnelle du matin au rituel de clôture du soir. On voit bien que la manière dont on décrit notre journée, ce n'est pas anodin. Non, pas du tout. Les mots nous donnent la structure pour en parler, et les concepts de productivité, la méthode pour l'améliorer. Absolument. Et cela nous laisse avec une question de fond, une pensée pour la route. Je vous écoute. Nos sources, surtout celles sur la chronobiologie, nous disent que notre rythme naturel, notre chronotype, est en partie génétique. On est alouette ou hibou. Mais il est aussi massivement influencé par des constructions sociales. Comme les horaires de bureau classiques. Exactement. Le 9h-17h qui est historiquement calqué sur le rythme des alouettes. Cela a des conséquences profondes sur la santé et la productivité des hiboux, qui sont en décalage permanent. Ce qui pose une question vertigineuse. Dans quelle mesure devons-nous continuer à nous battre contre notre propre horloge biologique pour nous conformer à un modèle unique? Ou alors, Ou bien, à l'heure où le travail devient plus flexible, ne devrions-nous pas plutôt chercher des moyens d'adapter nos structures de travail à nos rythmes individuels? La vraie productivité, la vraie sérénité ne se trouverait-elle pas dans cette synchronisation plutôt que dans une lutte épuisante contre soi-même? peut-être que c'est ça le deep work ultime. Travailler en harmonie avec sa propre nature.